Buonasera, tocca a me l'onore di fare il presidente e invito Paolo Vitti a parlarci del mausoleo La Ville et l'Empereur, une nouvelle interprétation architecturale de la tombe d'Adrien. Bonsoir à tous. C'est un honneur d'être ici et merci beaucoup pour l'invitation. Je vais présenter des recherches que j'ai menées à l'instigation de Filippo Quarelli et Eugenio Losardo. Ça fait entre le 2009 et 2014. Et je suis arrivé à une nouvelle interprétation du mausolée que je vous propose aujourd'hui. Ma présentation est articulée dans 3 parties. La première, c'est la relation du mausolée avec la ville, l'analyse des structures et la restitution architecturale de l'édifice. Le mausolée fut construit sur une propriété impériale sur la rive droite du Tibre. Il s'agit d'une construction orientée dans l'axe des points cardinaux. Le choix de site fut, à mon avis, conditionné par la relation avec l'installation de la rive gauche du fleuve. Il faut remarquer un élément particulièrement intéressant. Le mausolée d'Adrien, tout comme celui d'Auguste, présentait une entrée orientée au sud vers le champ de Mars. Le mausolée d'Adrien est relié au champ de Mars grâce à la configuration de la base carrée. Cette base, édifiée dans l'axe des points cardinaux, donnait à la structure une définition topographique et se reliait sans aucune ambiguïté à la planification du champ de Mars central. Les ponts, positionnés dans l'axe avec l'entrée principale du mausolée, répétaient la même orientation et matérialisaient un élément presque orthogonal avec la via recta. Le pont Emilius est un élément fondamental du projet car il permettait une perception du face du mausolée pour ceux qui venaient de la ville, et en particulier pour les cortèges funèbres. Son importance est confirmée par le fait que la construction du pont fut achevée avant celle du mausolée. Le site choisi pour la construction du mausolée était particulièrement défavorable à cause des fréquents alluvions. La même composition du terrain, formée de sédiments alluvionnaires particulièrement irréguliers, à cause de la position proche à l'anse de Tibre, était un défi pour accueillir l'immense poids. Les architectes, confrontés à tant d'aspects critiques, imaginèrent 2 solutions. La première concernait la création de l'immense fondation de 8 mètres d'auteur. La seconde fut celle d'isoler le mausolée par un mur d'enceinte relié au corps central par des pièces rayonnantes. Par ailleurs, la chambre funéraire, située 12 mètres au-dessus du niveau d'entrée, était naturellement protégée des inondations. Les pièces cunéiformes autour du mausolée central soutenaient la terrasse qui recouvrait la base carrée. L'absence de traces de revêtement au sol ou de revêtement de parement nous laisse imaginer que les pièces furent laissées dans leur aspect brut. Il manque par ailleurs un dessin unitaire et fonctionnel dans la localisation des passages qui souvent ne sont pas alignés. Ces données font exclure l'hypothèse que les pièces rayonnantes étaient utilisées comme lieu de sépulture. Les caractéristiques architectoniques du parement extérieur de la base sont connues grâce aux nombreuses représentations graphiques du XVe et XVIe siècle. Il s'agissait d'un mur recouvert de dalles en marbre, surmonté par un ample entablement corinthien et avec des pilastres corinthiens au coin. Le corps cylindrique central était revêtu de opus quadratum. La texture des blocs est aujourd'hui attestée par les empreintes gravées sur la masse du noyau en opus cementicum. Certains blocs existaient encore, surtout à l'ouest de l'entrée principale du mausolée. Une anomalie évidente, passée inaperçue jusqu'à maintenant, caractérise la partie du corps cylindrique en face du fleuve. On remarque un vaste mur de remplissage réalisé avec des matériaux de remploi de nature et de construction assez irrégulières et inégales, qui interrompt les conglomérats de l'époque romaine. Ces murs de remplissage obstruent une ouverture bien nette dans un dessin de codice barberiniano latino et coïncide, comme nous le verrons, avec un passage qui provenait de l'intérieur du mausolée et qui traversait les murs en opus cementicum. On distingue désormais 3 secteurs dans les tambours
qui correspondaient dans l'Antiquité à autant de subdivisions architectoniques. Le tambour inférieur, d'une hauteur légèrement supérieure à celle de la base carrée, le tambour intermédiaire, reculé de 4,50 m par rapport à celui inférieur, la partie supérieure du tambour, recouverte de nos jours par les paraments en briques de Alexandre VI. L'aspect de ces secteurs nous a transmis par les bas-reliefs de Filarete qui vit l'opus Cementicium 50 ans avant l'intervention d'Alexandre VI. Par ailleurs, la structure portante du mausolée, un opus Cementicium, était articulée en deux secteurs. Une base pleine, environ 13 mètres d'auteur, est un anneau de 17,50 m de hauteur, dont l'épaisseur s'amenuise, passant de 8 mètres à 50,50 m au sommet. L'anneau en opus Cementicium contenait un remplissage, un matériau incohérent. Au milieu s'élevait une tour qui abritait la chambre funéraire et soutenait la rotonde. Un couloir en travertin menait à l'intérieur du mausolée. Au bout du couloir, il reste une vestibule interne en travertin, de forme presque carrée, d'où partait dans le sens anti-horaire une rampe hélicoïdale qui menait au niveau supérieur où se trouvait la chambre funéraire. L'atrium n'était pas prévu à l'origine. C'est un effondrement important qui eut lieu en cours de la réalisation et qui provoqua la création de l'atrium. Le plan précédent est témoigné par des entailles sur le sol en travertin et l'évidente irrégularité dans la partie supérieure de l'arche du couloir vers le vestibule. La rampe hélicoïdale qui part de l'atrium était aérée par 3 puits d'aération en forme de tronc pyramidal. Actuellement, la rampe hélicoïdale fait un tour complet avant d'entrer dans la rampe diamétrale ouverte par Léon X. Dans l'Antiquité, la rampe débouchait sous un troisième vestibule rectangulaire recouvert par le quatrième puits d'aération. Les murs de cette pièce étaient un opus quadratum en marbre blanc. Le seul témoignage qui reste des blocs sont les empreintes sur les opus Cementicium et des blocs du puits qui ne furent pas enlevés. Sur le mur plein en face de la rampe hélicoïdale, on ouvrit une grande brèche qui suit vers le haut l'entrée-d'eau d'un arc de décharge. Il faut absolument exclure l'idée que la rampe hélicoïdale continuait jusqu'au sommet du mausolée. Deux parcours s'élançaient du vestibule supérieur, un couloir vers la chambre funèbre et un escalier qui menait à la partie supérieure du mausolée. Les interventions apportées entre la fin du XIVe et début du XVIe siècle ont modifié le secteur. On peut reconnaître une voûte en berceau inclinée au nord, qui était à l'origine un opus quadratum. La voûte devait continuer à travers toute l'épaisseur de l'anneau en opus Cementicium jusqu'à atteindre le secteur externe du tambour. La trace de cette voûte est prouvée par les grands murs de remplissage visibles sur la façade du mausolée et dont nous avons déjà parlé. Pour ce qui est la chambre funéraire, il s'agissait d'une pièce située dans une imposante maçonnerie en opus quadratum et Cementicium de 3 mètres d'épaisseur et recouverte à l'extérieur par un mur en opus Cementicium avec un parement en briques. Celui-ci destiné à isoler le corps central de terre-plein et à soutenir la crépisse de la rotonde. Les cavités laissées par les crampons et la décoration en plaques de marbre permettent la restitution architectonique de la décoration de la chambre. À partir du Moyen Âge, lorsque les travaux d'adaptation de la structure antique aux nouvelles fonctions nécessitèrent d'importantes transformations, la partie supérieure du mausolée fut progressivement altérée. Le premier élément à prendre en compte est que l'antique remplissage fut en grande partie retiré par Alexandre VI pour abriter les prisons, les citernes, les silos et les réserves d'huile. Au niveau de cours, on peut identifier avec une certaine certitude les structures antiques qui continuaient les tumulus. L'anneau en béton contenait les terrains
qui est situé sur le périmètre, comme vous voyez. Et il y avait une tour qui se trouvait au milieu. On y trouvait une pièce, nommée de nos jours salle de la justice, qui n'était pas accessible dans l'Antiquité. Les accès actuels furent ouverts à une époque moderne. La salle de la justice était par conséquent une pièce intermédiaire, inaccessible, fonctionnait au rehaussement de la rotonde et elle ne contenait aucune sépulture. La structure sommitale était caractérisée par un corps cylindrique, resté englobé dans une tour carrée. Toute la construction était réalisée en opus cementicum. Un escalier hélicoïdal traversait les murs. La pièce circulaire antérieure correspond à la salle du trésor. La voûte originaire fut détruite en 1497 sous Alexandre VI, lorsque la foudre fit exploser une poudrière qui se trouvait dans la tour. L'étude architectonique met en évidence une dichotomie entre l'image urbaine et de l'édifice et la structure interne. Sur la base carrée, dont nous avons déjà parlé, s'élevait un corps cylindrique partagé en deux secteurs. Dans la partie inférieure, il existait une péristasis à colonnade couverte par une voûte en berceau. Les traces de la voûte sont visibles au niveau de la bande en opus cementicum en saillie par rapport à celui en dessous. La présence de la péristasis nous incite, comme le suggère Coarelli, à faire la comparaison directe avec des tombes monumentales de l'époque hellénistique encore bien conservées, les madrassins et le mausolée royal de la Mauritanie. Ils présentent tous les deux une couronne de 60 colonnes autour du corps cylindrique du tambour, ici surmonté d'un volume conique en pierre. La comparaison avec le mausolée royal, qui est plus récent, est particulièrement intéressante parce que l'on y trouve un couloir annulaire qui menait à la chambre funéraire, tout comme la rampe hélicoïdale du mausolée d'Adrien. Dans ce mausolée, sous les axes cardinaux, apparaissent 4 fausses portes encadrées à l'intérieur de la colonnade. Dans le mausolée d'Adrien, il manque malheureusement les données pour la caractérisation architectonique de la péristasis à colonnade. S'il est facile de présumer la hauteur des colonnes, il est par contre impossible de trouver la présence de fausses portes intégrées dans la colonnade. Toutefois, la reconstruction du tracé de l'escalier qui reliait le niveau de la chambre funéraire au sommet du tombeau laisse imaginer encore un encorbellement qui interrompait sur les côtes surplombant l'entrée principale la continuité de la péristasis. Ces corps pouvaient précisément abriter l'élément iconographie de la fausse porte. Et par comparaison, vous voyez aussi les monnaies avec commémorant la consécration des empereurs avec les bûchers. Nous pouvons dégager plusieurs réflexions de ce que nous venons de dire. Tout d'abord, immédiatement après l'entrée du mausolée, l'espace était caractérisé par une progressive diminution aussi bien en hauteur qu'en largeur, qui provoquait une sorte de hiérarchie dimensionnelle décroissant depuis l'entrée vers le centre du mausolée. Qui entrait ne pouvait que percevoir les contrastes entre la dimension urbaine de l'architecture externe et la dimension presque mystique de l'intérieur. Si à l'extérieur, l'architecture était imposante et triomphale, profondément associée à la topographie du Champ de Mars, elle devenait à l'intérieur labyrinthique et déroutante, parce que la rampe hélicoïdale annulait toute référence planimétrique et altimétrique avec l'extérieur. Quiconque parcourt la rampe, même actuellement, se sent désorienté et n'est plus capable de localiser les points de départ, à fur et à mesure qu'il avance vers une destination inconnue. Une réalité intemporelle et introvertie s'imposait à une réalité concrète et réelle qui affectait fortement le profil urbain de la ville, projeté vers l'ostentation de la mémoire dynastique sur les paysages urbains.
En conclusion, je voudrais revenir sur la signification de la rotonde. Elle était visible pour qui s'approchait du mausolée en venant du réseau routier urbain, mais elle devait aussi être visible depuis les collines des alentours, un temple dynastique au sommet d'une colline artificielle. Et maintenant, je voudrais vous offrir une restitution virtuelle qu'on a fait en 2016, avant d'arrêter mes recherches, parce que pour le moment, elles sont arrêtées, et que j'offre à vous, avec tous les modèles tridimensionnels qu'on a travaillé, parce que le travail que vous faites, c'est vraiment très important. Et voilà. Cet film va illuminer sur la condition antérieure du mausolée. Alors, on a entré dans le couloir, et ici, il y a la démonstration de cet effondrement qui est occurru à la première phase de la construction. Ça, c'est le premier plan, l'effondrement, qu'on peut voir sous la maçonnerie de l'Opus Cementicum, le changement de projet avec la création de l'atrium. Malheureusement, pour l'architecte, il y a un deuxième effondrement, beaucoup plus brutal. On voit les effets. Mais après ça, ils ont terminé le mausolée, il est encore là. Et après, on commence à monter. Et voilà. La rampe hélicoïdale qui arrive jusqu'au niveau du vestibule supérieur. Ceci, c'est la situation du vestibule en marbre blanc. Après, le couloir qui mène à la chambre des sépulcres. On entre dans la chambre. La restitution se base sur les relevés qu'on a fait dans la chambre. On recule vers le vestibule supérieur et après, il y a l'escalier hypothétique. On a des traces d'une marche. Et après, d'ici, c'est l'hypothèse. Mais ça reste un parcours totalement antérieur jusqu'au sommet. Et voilà, la surprise. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions. Si quelqu'un veut prendre la parole. Je voudrais dire d'abord, Paolo Vitti, merci beaucoup pour ce cadeau qui va nous permettre de compléter notre propre restitution du mausolée d'Adrien, mais que nous avons fait de toute façon à partir de vos travaux et présentés lors d'une nocturne. Mais j'ai vu qu'il y avait plusieurs choses qu'on pouvait améliorer grâce à votre travail ici. J'avais simplement une question, c'est que dans le couloir hélicoïdal du mausolée de Mauritanie, est-ce qu'on a la même ascension, ou bien comme il n'y a pas de risque d'inondation, est-ce qu'on a simplement quelque chose qui reste à peu près horizontal? Non, il reste totalement horizontal, qu'il pose un problème parce qu'évidemment, quand on arrive à faire tout le tour, on a besoin de faire une diversion. J'ai deux questions. La première, c'est est-ce que vous pensez que la rotonde était accessible à tous, étant donné la faible largeur du dernier escalier, ou est-ce que cet accès était réservé à un petit nombre de personnes? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'on a une idée de la fonction des pièces rayonnantes de la base carrée? Pour la première question, je n'ai pas de réponse. Moi, je suis un pauvre architecte qui travaille sur les relevés, l'interprétation de ce qu'il y a.
toutes ces questions qui sont plus philologiques, je les laisse aux spécialistes. Pour les pièces rayonnantes, moi, je suppose qu'il n'était pas en contact direct avec l'entrée, dont la fonction est tout à déterminer, mais pas vraiment liée à la sépulture. Ça c'est très clair. Et Philippe? Bon, je voudrais qu'on réfléchisse un peu ensemble sur la rotonde, justement, qui était complètement inconnue avant, même s'il était complètement conservé. Je ne sais pas si vous êtes allé au Château Saint-Ange, il y a cette salle où il y a ces coffres gigantesques du trésor, avec des armoires tout autour. C'est une salle circulaire. On a ouvert un armoire, et derrière, il y avait le mur romain. Personne ne l'avait vu. Au moins, personne ne l'avait dessiné. C'est clair, le modèle est clair. C'est un petit panthéon sur le sommet. Or, ce modèle, on le retrouve. Le passage est précédent. C'est-à-dire le Templum Gentis Flaviae. On sait que Domitien avait construit un mausolée pour la famille flavienne qui était en même temps une tombe et un temple. Autrement dit, du moment que je crois que, et ça c'est une démonstration d'ailleurs, que les panthéons, parce qu'on a beaucoup discuté sur la fonction du panthéon, le mystère du panthéon. Le panthéon, c'est un, comme le mot le dit, c'est un temple du culte impérial. Ça me semble évident. Et panthéon, ça ne veut pas dire toutes les divinités, ça veut dire toutes les divinités olympiques, c'est-à-dire les 12 dieux olympiques. Et l'empereur est le 13e qui va rejoindre, à moins de son apothéose, les autres. Le panthéon existe à Alexandrie, c'est un modèle alexandrin, comme je suis convaincu que la tombe d'Auguste est inspirée au mausolée d'Alexandre. Mais ça, c'est autre chose. Ce que Domitien a fait, évidemment, pour la première fois, c'est de mettre les panthéons sur le mausolée d'Auguste. Vous avez ces deux éléments qui sont tous les deux d'origine alexandrine. Mausolée, c'est le mot officiel. Et c'est le mot du mausolée d'Alexandre et auparavant du mausolée d'Halicarnasse. Mais ils sont séparés. Vous avez la tombe et les lieux de culte général. C'est les panthéons qui regardent derrière la tombe. À un moment, on nie les deux choses. Et évidemment, un empereur comme Domitien, qui était Dominus et Deus, vivant, donc il avait imaginé cette double structure dont il y a des traces. Il se trouve à peu près à l'endroit de la maison où est né Domitien, sur le Quirinal, occupée en partie maintenant par les termes de Dioclétien. Or, je l'imagine, il y a des restes, comme justement un tombeau et une rotonde, genre Panthéon. Mais nous connaissons ce modèle, parce qu'il réapparaît à la fin du 3e, début 4e siècle, dans le mausolée de Romulus, c'est-à-dire de Maxence, sur la Appienne, où vous avez exactement le panthéon, un petit panthéon, sur une tombe. La même chose dans le mausolée de la Via Prenestina. Peut-être le mausolée il est un peu précédent, peut-être. Probablement, c'est le mausolée qui n'a jamais été utilisé, d'ailleurs, de Maximien, le père de Maxence. Et ça, les modèles continuent même à l'époque chrétienne, car vous avez les tombes de Sainte-Hélène, qui était probablement le tombeau de Constantin, qui après a préféré aller ailleurs. Mais il y a Sainte-Constance. La différence, c'est que là, il n'y a pas de tombe souterraine. Parce qu'il ne peut pas y avoir de temple, évidemment. On ne peut pas diviniser un empereur chrétien. Donc, tombe et temple deviennent un seul bâtiment, sans souterrain, qui est simplement une tombe. Donc, évidemment, Adrien se place dans ce parcours après Domitien. Donc, le Panthéon est plus modeste, au fond. Mais il y a ce signe du culte impérial qui distingue finalement le mausolée d'Adrien par rapport au mausolée d'Auguste. On a toujours, en quelque sorte, imaginé les deux mausolées comme une image identique, ou presque. Ils sont très différents.
Et je crois que la différence, c'est surtout la présence de ce petit temple du culte impérial au sommet. Moi, je voudrais dire que oui, c'est vrai, mais je souligne la position de Mausolée d'Adrien, que c'est particulièrement importante pour la ville, parce que cette interprétation de la rotonde au sommet de cette masse, c'est un édifice très petit, c'est un édifice très grand. C'est comme une tarte de mariage avec, vous savez, c'est un peu déproportionné, mais on a vraiment l'idée d'une colline artificielle parce que on voulait que la rotonde soit l'élément de référence dans l'image urbaine. Alors, ça serait bien, avec les outils digitales, de faire des visuels de lieux plus haut de la ville vers le mausolée et voir qu'est-ce qu'on voit. Et moi, je crois qu'on voit la rotonde. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions. Je voulais te demander... Oui, il y a encore une question, oui. No. Volevo una domanda semplice. Siccome si parla di mini Pantheon e pensavo pure alla tomba di Romolo sulla Via Appia e il mausoleo di Gordiani, qui si può escludere quindi che ci fosse un portichetto? Cioè non hai trovato le tracce oppure hai trovato tracce, cioè indizi che non esisteva e quindi era proprio una rotonda così? Altrimenti penso ce l'avresti già fatto vedere probabilmente. Ecco. È da escludere perché la torre che sostiene la rotonda ha lo spazio soltanto per 3 gradini e non c'è una fondazione per una colonnata. E non solo, ma quando Filippo raccontava che aprivamo le porte l'altro giorno e trovavamo tracce, abbiamo trovato le tracce dei blocchi di travertini che sostenevano la crepidine. Quindi io direi assolutamente da escludere. Senti, un piccolo, ma anche all'esterno hai trovato le tracce di questa opera isotomica? No, quello è ricostruito da te, è totalmente ipotetico. Quindi si può escludere, però comunque tu escludi che vi potesse essere un tumulo di terra tutto intorno, sopra. Assolutamente escluso. Noi abbiamo ovviamente una struttura, non solo, ma è interessante vedere che l'altezza d'imposta della rotonda è leggermente rialzata rispetto alla cornice del tamburo, in maniera tale abbiamo fatto le ricostruzioni virtuali, dalla testa del ponte si potesse vedere che il punto più vicino al mausoleo si continuasse a vedere integralmente la rotonda. Quindi è chiaro. Va bene, grazie.